tous et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité saint-martinoise. À la une en ce vendredi 29 mars. L'événement Successful Departure a eu lieu en début de semaine. Il s'adressait aux lycéens en classe de terminale. Les deux lycées de Lille ont accueilli l'événement. Nous reviendrons dessus dans notre journal. Hier, les élus de la collectivité réunis en conseil territorial ont voté le budget primitif 2024. Un budget pour l'année qui s'élève à 267,6 millions d'euros. Deux portraits dans notre journal du jour. Tout d'abord, celui d'une artiste. Connue sous le nom de Manaïs, elle expose pour la première fois au coin des artistes de la collectivité. Et notre feuilleton sur les femmes de Lille s'achève aujourd'hui avec le portrait de Livy Sylvestre. Elle a débuté le bodybuilding il y a 2 ans et sa détermination l'emmène vers les podiums de la compétition. Et pour débuter ce JT, revenons sur 2 feux qui ont fait la une de notre actualité en début de semaine. Tout d'abord celui de la décharge de Grande-Caille. C'est aux environs de 23h dimanche qu'un feu s'est déclaré. Il a rapidement embrasé la partie où s'amoncellent les déchets ménagers. En 2021 et en 2022, la décharge avait connu une dizaine de feux. Depuis novembre 2022, c'est le premier incendie de cette ampleur. Nous avons recueilli les propos du directeur de VRDSXM, Maxime Arnal. Le départ était sur ce flanc-là, où ils ont mis de la terre pour essayer d'arrêter l'incendie. Mais l'incendie s'est propagé jusqu'au massif de déchets qui est au-dessus. Et là, on a perdu le contrôle de la zone. Et donc, on s'est attardé à confiner l'incendie sur le dôme de la décharge pour pas que ça se propage sur le milieu naturel. Historiquement, la décharge, c'est une décharge qui est brûlante, donc qui était illégale et mise en demeure de fermeture. Et donc pendant de nombreuses années, les déchets y étaient brûlés. Maintenant, c'est plus du tout le cas, mais par contre, on a encore des feux couvants sous le massif de déchets. On a aussi de la création de biogaz qui vient alimenter ces déchets. La création de biogaz, c'est un phénomène naturel dans le fonctionnement d'une décharge. Et puis, le site, il est extrêmement isolé, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau et en fait on n'a pas tous les moyens nécessaires pour vraiment maîtriser ce type d'incendie. C'est pour ça qu'aujourd'hui on utilise beaucoup de la terre pour venir étouffer le feu. Aujourd'hui il nous reste, on a quasiment maîtrisé la totalité du feu, il reste encore des fumées, il nous reste encore de la terre à poser pour vraiment arrêter le feu. Il y a une grosse masse combustible, donc c'est vraiment difficile à l'arrêter rapidement, mais je pense que d'ici une journée à 2 jours, le feu sera totalement arrêté et on n'aura plus de fumerolles comme on a là actuellement. Et un second incendie a marqué le début de cette semaine, celui qui s'est déclaré lundi à 14h dans un garage de la zone artisanale de La Savane. Les pompiers sont rapidement intervenus sur le site et ont contenu l'incendie. Situé aux abords de la cité scolaire, il a entraîné d'importantes fumées qui se sont dirigées vers l'établissement, ce qui a provoqué l'évacuation des plus de 1000 élèves. On écoute le chef des pompiers, Cyril Palude. Et en même temps, on a dû faire face en effet à l'impact des fumées sur le groupe scolaire, puisque les enfants étaient aussi en train de sortir. Donc nous avons dû mettre très rapidement en place un point de regroupement des victimes qui nous ont permis de trier les personnes qui venaient à nous disant qu'ils étaient incommodés par les fumées. Et avec la régulation qui a été mise en place entre l'ambulance qui était présente et le SAMU, nous avons pu donc trier les victimes qui nécessitaient une prise en charge par les sapeurs-pompiers et une évacuation sur le centre hospitalier. Donc c'est ce qui a été fait. Il y a eu 6 personnes parmi le nombre de personnes qui se sont présentées à nous, il y a eu 6 personnes qui ont nécessité d'être transportées au CH. On reste au lycée, mais pour un tout autre sujet. Dans quelques mois, les lycéens passeront leur baccalauréat. Étape suivante, le départ vers les études. Et pour s'y préparer, la collectivité et la direction de la maison de Saint-Martin à Paris ont organisé l'opération Successful Departure dans les 2 lycées de Lille. Reportage. Bonjour. Donc vous représentez quel... Alors nous on est Infogène, donc Saint-Martin. À 16 ans, Amandine quittera Saint-Martin à la fin de l'année scolaire. Direction la France hexagonale pour suivre des études d'orthodontie. Amandine n'y est jamais allée, alors ses choix, elle les a faits selon ses critères. Alors, je ne sais pas exactement où est-ce que je vais.
Sauf que j'ai pris des villes un peu dans le sud pour toujours me rappeler le soleil et on va dire les Caraïbes. J'ai pas peur parce que j'ai envie de partir, de quitter les Antilles et de voir découvrir le nouveau monde parce que je suis jamais allée en France métropolitaine. Mais j'ai un peu une petite crainte parce que du coup ça va être ma première fois lâchée en France. L'événement rassemblait à la fois des associations et des instances essentielles à la mobilité. Le Crous était présent, un organisme auquel chaque futur étudiant sur le territoire français deviendra familier. Je représente le Crous des Antilles et de la Guyane et en fait nous sommes venus les sensibiliser sur la saisie de leur dossier social étudiant ou le DSE. Donc c'est la demande de bourse et de logement pour l'année universitaire 2024-2025 et là la campagne a commencé le 1er mars et s'achève le 31 mai mais nous les encourageons à constituer leur dossier le plus tôt possible afin de bénéficier des avantages comme l'absence de paiement des frais d'inscription s'ils vont en université, le paiement du repas à 1 € et c'est surtout de recevoir leur première mensualité de bourse dès la fin du mois d'août. Et pour les étudiants non boursiers du Crous, des solutions de départ existent. La collectivité propose une aide ouverte à tous, cofinancée par les fonds européens. Tous les étudiants qui peuvent justifier par exemple d'un cursus au secondaire à Saint-Martin entre la 6e à la terminale, donc 4 années de cette période-là, y compris d'autres pièces. Dès que ces pièces sont complètes et en bonne et due forme, la commission d'éducation s'appuie sur ce règlement et détermine bien sûr à leur allouer l'aide à la mobilité. L'aller-retour entre notre île et le lieu d'études peut être pris en charge par l'ADOM. Cette année, des nouveautés sont proposées. Cette année, on a également une nouvelle mesure qui s'appelle PME+. Dans le cadre du PME+, les néo-bacheliers ont la possibilité de bénéficier d'un billet supplémentaire pour venir voir la famille pendant des périodes bien spécifiques. Les non-boursiers, actuellement, ils peuvent bénéficier de 100% du billet aller-retour. Donc, ce qui est une nouveauté, puisque avant c'était 50% qu'ils pouvaient bénéficier. Au-delà des aides financières, c'est aussi le départ qui peut s'avérer compliqué pour les jeunes bacheliers. Ceux qui n'ont pas de famille sur place peuvent compter sur le réseau Pellicarus, mais aussi la maison de Saint-Martin à Paris. Et une fois seuls lâchés dans le grand bain, les jeunes étudiants devront gérer leur budget. Pendant ces 2 journées, un jeu était proposé aux élèves sur cette thématique. Pour les jeunes, ce que je dis, c'est quand on est à la maison, il y a la famille qui nous entoure. Mais quand on part à la fac pour les études, on se retrouve seul et on doit gérer notre vie en tant qu'étudiant. Et ça les aide un peu à voir la réalité des choses, à voir comment se gérer, comment faire attention, observer un peu qu'ils suivent bien leurs factures, tout ce qui est nécessaire, pas nécessaire. En septembre prochain, les néo-bacheliers saint-martinois s'envoleront pour leurs études. Ils ont déjà fait leurs vœux d'établissement, mais ils devront attendre le mois de juin pour être fixés sur leur avenir. En fin de JT, nous parlerons plus en détail de ce sujet avec Dwight George, membre de l'association Pellicarus, dans l'entretien de la semaine. Maintenant, une page politique. Hier, les élus étaient réunis en conseil territorial, 3 votes à l'ordre du jour. Tout d'abord, le décret relatif au service territorial d'incendie et de secours, voté favorablement à l'unanimité, puis l'approbation d'une convention de coopération avec le pays de Sint Maarten concernant l'approvisionnement en eau potable, votée à la majorité. Il était ensuite question du budget primitif 2024. Il s'élève à 267,6 millions d'euros, dont 200,8 millions d'euros pour le fonctionnement et 66,8 millions d'euros pour les investissements. Un budget sans emprunt a assuré la collectivité et sans augmentation de la pression fiscale. À noter que la Team Gibbs était absente du vote. Sur la page Facebook de l'élu Philippe Philidor, ce dernier dénonce, je cite, « le refus d'accorder aux élus de l'opposition l'accès à des documents cruciaux, pourtant essentiels à l'appréciation du budget primitif 2024 ». La politique, il en était aussi question samedi dernier. Le ministre délégué chargé des Transports, Patrice Virgrit, était en déplacement sur l'île. Il s'est entretenu avec les élus de la collectivité qui lui ont présenté les différents projets d'aménagement du port de Galisbée
et de l'aéroport de Grand-Case. Avant de repartir vers la Guadeloupe, le ministre a inauguré la gare maritime de Marigot en présence des élus d'Anguilla. Le ministre est revenu sur les différents projets à notre micro, notamment sur la question de l'avenir d'Air Antilles. Très sincèrement, je suis très confiant. Les choses sont prêtes. Voilà, tout a été réglé. Et j'espère qu'effectivement, d'ici mi-avril, les choses seront opérationnelles. En tout cas, le président Mussington sait qu'il peut compter sur le soutien de l'État et du gouvernement pour que les choses se passent le mieux possible. D'ailleurs, j'ai dit également au président Mussington que l'État ne s'arrêtera pas mi-avril et que dans les premiers mois, effectivement, du fonctionnement d'Air Antilles, on ait un regard plus particulier pour savoir si effectivement les choses avancent bien. On sait toujours qu'un début c'est toujours difficile. Et bien l'État sera là aussi aux côtés de la collectivité de Saint-Martin. On a évoqué effectivement le port et l'extension de l'aéroport, enfin l'extension du port et l'extension de l'aéroport, d'ailleurs tous les deux. Deux projets qui là aussi sont essentiels si on veut se donner plus d'ambition pour l'avenir. Le projet du port est un projet ambitieux, plus de 130 millions d'euros à investir. Donc on a regardé ensemble à la fois les considérations techniques, les considérations financières du projet. Alors c'est pas un projet immédiat, c'est un projet effectivement de moyen terme, vous le savez. Je pense qu'il est pertinent, d'abord c'est clair, à la fois sur le développement du trafic passager, à la fois sur le développement du trafic de marchandises qui est nécessaire au développement de l'île. Et donc bien entendu l'État accompagnera financièrement ce projet en tant que de besoin, mais on sera aussi aux côtés de la collectivité pour trouver les moyens de trouver de nouvelles clés de financement et une certaine créativité financière. Et puis le développement de l'aéroport qui est aussi important pour pouvoir accueillir de plus gros porteurs, pas simplement pour accueillir plus de monde, mais aussi pour, en accueillant des plus gros porteurs, avoir un modèle économique différent et ça peut là aussi peser à la baisse sur le prix des billets. L'État sera bien entendu aussi aux côtés de la collectivité pour accompagner ce projet. Donc vous voyez deux beaux projets d'infrastructure qui doivent permettre à Saint-Martin à se développer encore davantage. Et puis de profiter aussi peut-être de la saturation des infrastructures de la partie néerlandaise de l'île, à la fois portuaire et aéroportuaire, pour jouer aussi sa partition, trouver sa place, jouer son rôle dans l'accueil effectivement des passagers et des marchandises. Et maintenant un peu de culture. Depuis lundi, Manaïs expose au coin des artistes à la collectivité des œuvres orientées vers les femmes et leur beauté. Nous l'avons rencontré lors de la préparation de son exposition. C'est ici, dans son salon, qu'Anaïs Castry, dite Manaïs, explore sa créativité. Institutrice, après ses heures de travail, elle retrouve ses créations. Je suis en train de poursuivre une série de femmes sur de petits formats. C'est un petit format que j'ai trouvé dans le capuchon des pâtes à tartiner. Et je trouvais ça trop chouette d'avoir déjà un format tout rond, différent de ce qu'on trouve d'habitude. En tant qu'artiste plasticienne, elle utilise une large palette d'outils. Je peux utiliser des feutres, je peux utiliser du collage, je peux utiliser de l'encre, de la pastel, donc un peu tout ce que... Parce qu'en général, quand je travaille avec ce que j'ai sous la main. C'est pour ça que je ne suis pas artiste peintre seulement, mais artiste plasticienne. Et c'est surtout parce que j'aime bien utiliser un peu tout. Dans la majeure partie de mes dessins, il n'y a pas de visage. Déjà parce que je trouvais ça intéressant. Et deuxièmement, parce que j'aime bien qu'on puisse se représenter dans ces personnages, où on puisse se dire tiens, je pourrais être celle-là, comme je pourrais être celle-là. Ce qui m'inspire, c'est sortir dans la rue et observer les femmes, les hommes aussi, voir comment ils sont. À la collectivité, c'est ici que Manaïs va exposer ses tableaux pour la première fois, un exercice qui demande de la précision et de l'organisation. On est en train d'accrocher les tableaux, de voir qui va avec qui et quelle taille on met à quel endroit. D'avoir ces tableaux exposés, c'est génial. C'est la première fois qu'ils sont exposés, c'est la première fois que j'expose, donc c'est la première fois que je les vois dans des cadres mis en valeur. C'est d'abord important d'exposer pour que beaucoup de personnes voient mon travail, voient ce que je fais, que ça ne reste pas coincé à la maison. Mais c'est aussi important de le mettre dans le hall de la collectivité, comme ça tout le monde peut venir voir les tableaux. C'est pas juste ceux qui ont le privilège d'aller dans un musée, mais vraiment tout le monde peut avoir finalement accès à l'art. Une artiste contemporaine haute en couleurs que l'on retrouvera jusqu'au 19 avril à l'hôtel de la collectivité au coin des artistes. Autre événement culturel qui avait lieu samedi dernier, celui de la commémoration du traité de Concordia. Cette année, il célébrait sa 376e année. Signé le 23 mars 1648 par les Français et les Hollandais,
Il garantit la libre circulation entre les deux parties de l'île. Plusieurs discours prononcés lors de la cérémonie ont rappelé l'importance des liens entre les deux côtés de l'île et la nécessité de les faire évoluer. Nous écoutons le président de la collectivité, Louis Mussington, sur cette question. Nous avons jugé utile et nécessaire, dans le cadre de l'esprit de coopération, de signer cet accord entre les deux parties de l'île, autorisant l'autre moitié à vendre de l'eau à l'autre moitié de l'île en cas de besoin. Donc c'est en place et c'est irréversible. Et je pense que le terrain est propice pour d'autres actions dans ce sens, dans le domaine de l'éducation, de la culture, mais aussi de la fiscalité. Mais il suffit justement que les deux parties, les responsables des deux parties de l'île, des deux moitiés de l'île, se retrouvent autour d'une table pour parler concrètement des actions que nous pouvons mener pour améliorer le cadre de vie de la population. Il sera également question de tradition ce week-end. Depuis quelques jours, les campeurs s'affairent pour avoir le meilleur spot pour le traditionnel week-end pascal. Les familles ont monté leur campement, mais la tradition peut aussi aller de pair avec la protection de l'environnement. Ainsi, il est primordial de choisir des zones sans végétation ou de s'abstenir de circuler sur la plage avec des véhicules motorisés. Des comportements responsables essentiels pour préserver notre écosystème. La collectivité, quant à elle, mettra à disposition des sacs poubelles et des bennes, invitant chacun à faire preuve de civisme. Et maintenant, un peu de sport. Pour ce dernier numéro de notre feuilleton du mois de mars sur les Saint-Martinoises, je vous propose de rencontrer Livy Sylvestre, adepte de culturisme ou de bodybuilding en anglais. Une jeune femme déterminée, elle se prépare à sa prochaine compétition à la Barbade. Reportage. Le visage est crispé par l'effort physique. Livy Sylvestre soulève 120 kilos. Un poids à en faire blêmir plus d'un. Devenue compétitrice, Livy a démarré le bodybuilding il y a seulement 2 ans. Anciennement volleyeuse, c'est après une blessure et un laisser-aller qu'elle a décidé de se concentrer sur ce nouveau sport. Je me suis lancée dans ça pour plus la partie efféminée. Donc tout ce qui est gracieux, donc c'est pas juste montrer le physique, c'est aussi le posing. Donc c'est plus le posing qui m'a aussi attirée. Je sais pas comment expliquer, mais moi j'aime le challenge en fait. Donc je vais me pousser à fond tous les jours. C'est une nouvelle chance tous les jours de s'améliorer en fait. Que ce soit dans le posing ou que ce soit aux entraînements. En bodybuilding, plusieurs catégories. Livy a débuté en bikini. Depuis janvier, elle est passée en wellness. Il faut donc qu'elle se concentre sur ses épaules, son dos et ses cuisses. Depuis sa reprise, elle s'entraîne sans relâche. En préparation pour une compétition qui est proche, là je m'entraîne matin et soir. Donc j'aime bien cette salle puisqu'elle ouvre à 4h du matin. Donc ça me laisse une marge pour faire ce que je peux. Donc les entraînements en général c'est 1h à 1h30. Au-delà de l'aspect des entraînements musculaires, le bodybuilding c'est aussi apprendre à marcher en talons et présenter son physique au jury. La première fois c'était compliqué, mais en travaillant ça va venir. Et j'ai dû travailler et maintenant je suis un peu plus à l'aise. Donc c'est plus le posing qui me cause problème, c'est plus le positionnement des mains. Son entraînement est terminé, pourtant la discipline l'accompagne jusque dans l'assiette. Livy est actuellement en période de sèche. Donc une période de sèche, c'est quand on perd en masse graisseuse pour pouvoir voir la masse musculaire qu'on a travaillé pendant des mois. Dans son assiette, beaucoup de protéines et des épinards. Elle a dû dire au revoir aux féculents et ce n'est pas toujours simple. Le plus difficile, vraiment, c'était d'abandonner, pour les gens qui me connaissent, le pain. J'adore le pain, quel que soit le pain, c'est un ajustement. Mais il ne faut pas me parler. Quand j'ai envie de pain et que je ne peux pas avoir mon pain, il ne faut pas me parler. Mais pour son objectif, Livy est prête à tout changer physiquement et une des récompenses de ce sport. Le résultat final, c'était lors de la compétition à Aruba. Et si Livy est passionnée par son sport, elle l'est aussi par son métier. La jeune femme est comptable, comme une grande partie de sa famille.
faut être indépendant déjà, et il y a beaucoup d'erreurs. Il faut savoir lire. C'est très basique. Il faut savoir se relire surtout. Et c'est très répétitif, mais il faut se relire parce qu'une virgule peut changer tout, un chiffre peut tout changer, donc voilà. Livy n'a plus que quelques semaines avant sa première compétition. Elle doit encore trouver des sponsors avant son départ pour la Barbade. Là, plusieurs objectifs pour elle, une place sur le podium et l'obtention de la carte professionnelle. Après la Fédération française de football il y a 2 semaines, c'est au tour du cyclisme de nous rendre visite. Son président, Michel Caillot, était de passage afin de mettre en place un calendrier de travail pour la création du comité de cyclisme saint-martinois. Un comité qui devrait voir le jour en février 2025 et permettre à Saint-Martin de profiter d'une indépendance pour le développement de ce sport, très pratiqué sur nos routes. On l'écoute. Alors aujourd'hui, le système du cyclisme à Saint-Martin fonctionne comme un département à l'intérieur d'une région, si on comparait avec un autre point de France. Et ça veut dire que, par exemple, pour des sélections, par exemple, pour des actions de formation, Saint-Martin dépend de la Guadeloupe. Et demain, l'idée, c'est qu'il puisse y avoir une indépendance, une autonomie sur tous ces sujets-là. Donc une politique sportive propre à Saint-Martin, avec depuis la détection jusqu'à l'accompagnement vers le plus haut niveau, la formation, et puis une gestion administrative également du territoire de Saint-Martin en matière cycliste. Et la création de ce comité sera le 3e sur l'île, après le comité de basket et celui de pétanque. C'est la fin de notre journal, je vous remercie de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver ce JT dès demain sur notre site yotv.fr. Restez avec nous, nous vous proposons tout de suite l'entretien de la semaine. Et pour cette édition, je reçois Dwight George. Ce Saint-Martinois est étudiant en banlieue parisienne et membre de l'association Pellicarus. Nous allons aborder avec lui le départ vers les études. Je vous remercie de nous avoir suivis et j'espère vous retrouver toujours plus nombreux la semaine prochaine sur YoTV. Bon week-end!